C'est un grand plaisir, mais en même temps, je dois remercier Éric Ponsonnet, secrétaire général de l'INSEAD, qui nous offre la possibilité de venir dans cet amphi. C'est une des rares fois où on parle en français ici, qui est aujourd'hui en charge du partenariat avec Paris-Sorbonne Université, n'est-ce pas, du territoire, celle des productions agronomiques, celle des productions sylvicoles ou aquacoles, et celle des ressources du sous-sol avec la science des ingénieurs qui génère 3 à 6 emplois de l'économie résidentielle. Le Grand Gâtinais, avec ses 8 bassins de vie, le Sénonais, le Montargois, Bosse-Gâtinais en Pithiviers, le Pithiviers-Malesherbes, Étampois, Milly-la-Forêt, Sénart-Melun, un gros paquet, la région de Montauroux, Seine-et-Loire. Notre solution, c'est un panneau de capteur qui vient collecter la lumière du soleil en toiture, qui la concentre dans de la fibre optique, et puis on vient transporter cette lumière, donc il n'y a pas de conversion, enfin simplement du transport de la lumière du soleil jusqu'au point lumineux. Donc ça va permettre de donner accès à la lumière à des zones qui n'y ont pas accès. Si on regarde ici dans cette salle, on va avoir 2 grandes baies vitrées, mais en revanche, à l'arrière de la salle, on n'aura pas d'accès. Aujourd'hui, ils disent que c'est concrètement, c'est ce panneau que vous pouvez voir là, qui est notre prototype, donc qui est à échelle 1/4, et qui est aujourd'hui installé à l'école des Ponts des Chaussées. Je vais répondre en votre temps. Si votre question a été est-ce qu'on est capable de faire du stockage pour restituer derrière, la réponse est non. Ça, j'avais bien compris. La seconde partie, c'est est-ce qu'on est capable de proposer un luminaire intelligent qui détecte à quel moment j'ai moins de lumière naturelle et du coup de compenser en allumant des LED par exemple qui s'y prêtent bien. Si la réponse. Pascal Malade, j'ai le plaisir de vous présenter la SAS JV Technologies. Je vais vous parler d'un sujet un peu différent, c'est un instrument de mesure de la viscosité des fluides. Alors qu'est-ce que la viscosité tout d'abord? Pour parler très simplement, la viscosité, j'ai pris un exemple, c'est cette bouteille d'eau. Et vous avez les molécules qui se déplacent les unes par rapport aux autres à une certaine vitesse. Si maintenant vous prenez plus de l'eau mais vous prenez de l'huile et que vous déplacez de la même façon cette bouteille, vous allez vous rendre compte que la bulle varie dans sa vitesse. C'est la viscosité, c'est la capacité des molécules les unes par rapport aux autres à s'écouler. C'est la texture, c'est l'aspect pâteux d'un fluide. La nouveauté et l'innovation et la rupture technologique aujourd'hui de l'instrument que l'on propose est un instrument de mesure de la viscosité par perméation. C'est-à-dire que tout simplement, quand vous versez dans ce gobelet avec ce petit chiffon de l'eau, vous avez une traversée des molécules d'eau à travers un milieu perméable, c'est-à-dire une paroi poreuse. Ça peut être une céramique, ça peut être tout type de filtre. Et ça permet donc d'en déduire la viscosité de ce fluide. La genèse de ce projet, elle est venue donc il y a eu différents axes qui se sont entremêlés. Le premier, c'est de pouvoir faire un travail lié à la vision, c'est-à-dire la vision d'ordinateur appliquée à la santé. On parle de malvoyance quand on ne peut pas corriger un problème visuel, une déficience visuelle, grâce à des verres tout simples. Donc en fait, on ne peut pas régler le problème des personnes qui ont la malvoyance uniquement en portant des lunettes. Une des maladies au niveau malvoyance qui a la plus grande prévalence dans la population, c'est la DMLA. Donc c'est une atteinte de la vision centrale et qui gêne le patient parce qu'il ne peut plus voir de façon précise dans sa vision centrale. La solution du projet Motion Glasses, peut-être que maintenant ça va vous paraître un peu plus clair, c'est l'idée d'avoir des lunettes donc, sur lesquelles 2 caméras sont greffées. Ces 2 caméras, en fait, vont filmer. Ça pose problème. Là, vous êtes sur un des aspects clés, parce qu'il y en a plusieurs. C'est 2 aspects. Maintenant, il y a le plus important, oui. Donc, tout le défi technologique à faire un traitement, qui est un traitement quand même lourd, qui n'est pas un traitement anodin, et qui doit être fait, en fait, en préservant le noyau. Je suis Rémi, là, je vais vous présenter mon projet, Styla Diagnostics. C'est un projet qui a pour objectif de développer et commercialiser un instrument d'analyse moléculaire ou génétique qui puisse permettre de faire un suivi régulier de maladies génétiques comme le cancer. Donc, pourquoi est-ce qu'on vise la thématique du suivi médical? Eh bien, lorsqu'on parle de la prise en charge d'un patient, on pense souvent diagnostic, on pense traitement, mais on oublie souvent justement cet aspect du suivi médical qui est pourtant essentiel dans la prise en charge du patient.
Eh bien, pour pouvoir caractériser un cancer, on a essentiellement deux techniques qui existent aujourd'hui. La biopsie, c'est une opération très lourde chirurgicale, ou l'IRM, c'est également lourd et c'est pas disponible en routine toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc ce que l'on propose de faire, c'est de faire ce suivi génétique donc du cancer grâce à une simple prise de sang. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on est capable de suivre un cancer grâce à une prise de sang en quelques mots. L'idée, c'est qu'on va suivre ce qu'on appelle l'ADN tumoral recirculant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos cellules, lorsqu'elles meurent, elles vont relarguer leur ADN dans leur sang. Donc c'est vrai pour les cellules de notre corps, toutes nos cellules, et en particulier les cellules tumorales. Mais finalement, si on regarde dans un échantillon de sang, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura massivement de l'ADN normal, et il y aura un tout petit peu de cet ADN tumoral qui est résiduel dans le corps du patient. Donc le défi face auquel on est confronté, c'est le défi de chercher l'aiguille dans une meule de foin. Et il y a une stratégie assez simple pour trouver une aiguille dans une meule de foin. L'idée, elle est toute simple. Vous prenez votre meule de foin et vous allez la séparer en dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions de tout petits tas de paille. Ensuite, vous regardez dans chaque tas de paille si vous trouvez votre aiguille. Donc, je vais représenter ça ici, le procédé appliqué au cas de la recherche d'ADN tumoral recirculant dans le sang. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et bien, on commence par prendre le sang du patient. On en extrait l'ADN, donc beaucoup d'ADN normal, un tout petit peu d'ADN. C'est une puce microfluidique que j'ai rapportée ici et que je pourrais vous montrer après la présentation. On va prendre notre échantillon, on va le mettre dans cette puce, et l'échantillon va se scinder en dizaines de milliers, centaines de milliers de toutes petites gouttelettes. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Dans chaque goutte, on n'aura soit pas d'ADN, soit un ADN normal, soit un ADN tumoral, et on va venir regarder séparément quel ADN on a dans chacune de nos gouttes. Donc on va prendre notre échantillon, le mettre dans la puce, et on va prendre notre puce et la mettre dans un instrument d'analyse génétique qui va ensuite venir amplifier l'ADN qui est présent dans chaque goutte, détecté par fluorescence. Le Grand Gâtinais a quand même deux atouts. Deux atouts que d'autres territoires, et je vais prendre comme référence Saclay, où il y a des milliers de chercheurs, n'ont pas. Lesquels? D'abord, le lieu que M. Ponsonnet nous a présenté tout à l'heure, où vous avez des professeurs américains en entrepreneurship qui ont de résoudre les questions qui ont été posées. Et puis derrière, il y a des entrepreneurs in residence, c'est-à-dire des gens qui ont réussi à Johannesburg, à Singapour, à Boston, 42 000 alumni dans 160 pays au monde qui peuvent être sollicités, suivant qu'il s'agit d'approcher un partenaire ou bien d'en savoir plus sur un concurrent, etc. C'est une ressource. La deuxième ressource que n'a pas Saclay, c'est des tas de personnes ici que je ne cite pas par discrétion, mais qui ont mis les mains dans le cambouis, qui ont été dans l'industrie et qui ont un niveau de connaissance qui leur permet de parler avec des chercheurs, avec vous, monsieur, de l'école polytechnique. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont bossé chez Corning, chez Smegma, chez Hutchinson, chez Silec, chez DFR&D. Certains ont de la chance, ils sont retraités. Quelques-uns préfèrent être dans ces réseaux et discuter avec nos jeunes créateurs dont on parlait tout à l'heure, plutôt que de jouer au golf. D'ailleurs, moi qui ai de temps en temps des suggestions à faire au ministre des Finances, je suggère qu'on impose très fortement tous ceux qui jouent au golf, et par contre qu'on allège beaucoup ceux qui investissent dans les startups. Je crois que je serais plus intelligent pour redresser l'industrie des France. Si, je trouve d'abord que ces présentations étaient extrêmement intéressantes et c'est toujours fort intéressant pour nous de découvrir des entreprises qui vont évoluer, de la recherche. Alors après, comment arriver à faire passer cette partie recherche sur le territoire en développement? Il y a l'opération Céramique que nous avons annoncée, que nous avons accueilli, que nous avons développé, auquel nous avons donné un certain nombre de bâtiments. Aujourd'hui, nous discutons d'extension. Alors, ils étaient à peu près dans le cas de ces jeunes entrepreneurs. Ils ont incubé avant. Ils ont incubé avant. Si le générateur d'innovation Grand Gâtinais avait existé, ils auraient été dedans. Voilà, et donc aujourd'hui, ils ont un bâtiment, on leur a fait un bâtiment, et aujourd'hui on parle d'extension. Donc, comme quoi, c'est quelque chose de réaliste, d'avoir des chercheurs qui, à un moment donné, on peut se demander si vraiment ils peuvent s'intégrer sur le territoire, mais je crois qu'avec de l'échange et avec une certaine confiance dans l'avenir, parce que c'est vrai que quand on donne une aide qui peut parfois être sur un terrain, sur un bâtiment, il faut quand même croire au projet, parce qu'une école ne part pas à l'étranger et puisse
essaimer dans nos territoires, parce que les élus ne demandent que ça et sont prêts. Il me semble que là, en tant qu'élu et qu'élu local, on a des perspectives qui me paraîtraient relativement simples. Il me paraît toujours étonnant que les collectivités locales, dans ce qui peut toucher à leur fonctionnement, et là, on en a un exemple typique, puisqu'on est à fond dans les économies d'énergie, tous azimuts, etc. Pourquoi ne seraient-elles pas des donneurs d'ordre simples et directs? Il me semble que pour certaines innovations, nous devrions être les premiers donneurs d'ordre, et pourquoi pas, entre guillemets, essuyer les premières difficultés, et qui sont au fond une répétition de ce qui peut se passer ensuite sur le terrain. Mais je pense que vous avez tous entendu parler en tout cas des smart grids, qui sont des réseaux électriques intelligents. Aujourd'hui, dans l'industrie pétrolière, se développent les digital oil fields ou les smart fields, qui sont le pendant des smart grids pour les opérations pétrolières. Donc IDEMOG veut être un des premiers acteurs dédiés au smart field pour les opérations pétrolières en développant un système qui s'appelle la Fieldbox, qui est un système de gestion de données qui permet d'acquérir les données au niveau des champs pétroliers, de les stocker sur place, de les répliquer malgré des coupures réseau fréquentes lorsqu'on est en offshore avec un satellite qui marche mal, ou même quand on est onshore dans des zones un peu reculées. Donc répliquer ces données même sur des réseaux des réseaux télécoms qui sont hostiles, et ensuite être capable de proposer ces données de production à l'ensemble des outils métiers qu'utilisent les opérateurs pétroliers ensuite dans les headquarters, par exemple à la Défense. Dans les cours d'eau, de la transformer en puissance électrique, ou des puissances qui peuvent faire 100 kW ou plus, et avec un système qui est très innovant, c'est-à-dire que ça n'est ni turbine Kaplan, ni turbine Pelton. La dépose du brevet est en cours, n'est-ce pas? Et ils ont déjà fait une maquette à l'ONERA, c'est à Lille, c'est ça? Et ils cherchent sur un cours d'eau du Grand Gâtinais, le loin, ils cherchent un endroit pour faire un prototype. Un problème qui est assez nouveau, c'est l'utilisation de GPS en environnement intérieur. Ça ne marche pas, et où là il y a des situations extrêmement violentes, critiques, et il faut néanmoins se guider. Donc c'est un projet extrêmement sérieux, avec un chercheur du CEA et un business développeur qui habite le Grand Gâtinais, tout près. C'est à Vulnes-les-Sablons. Voilà. Ils ont l'ambition de mettre au point des dispositifs qui, c'est écrit, permettent de détecter avec une précision atomique des défauts dans la matière. Ça peut intéresser l'aéronautique, les fabricants de microprocesseurs, allez-y. Pratiquement tout le monde qui a besoin d'une application aux technologies et qui a un problème de matière qui descend à l'échelle atomique. Ça peut être la machine qui va analyser les gouttelettes de sang, ça peut être le nez artificiel, ça peut être les semi-conducteurs, tous les gens qui aujourd'hui ne savent même pas que leur besoin c'est d'aller voir plus petit que ce qu'ils sont capables de voir aujourd'hui. Alors les positons non barbares, ce n'est pas une nouvelle lessive, c'est l'antiparticule de l'électron, c'est un électron qui serait chargé positivement. Il y en a eu autant d'électrons au Big Bang. Et depuis, il n'y en a pas eu beaucoup sur Terre, mais nous, on sait les produire. Et comme on sait les produire, c'est un développement des services de physique fondamentale de l'IRFU. Ça, on a commencé en 2005. C'est une branche du CEA. Donc, il y a déjà aujourd'hui des laboratoires qui utilisent ces techniques, mais à partir de sources radioactives. Nous, on arrive à remplacer à peu près une centrale nucléaire par un conteneur de transport routier. Et donc on a la capacité de donner à cette technique un rayonnement qui est souhaité par beaucoup des utilisateurs actuels de cette technique. Je suis porteur d'un projet en biotechnologie avec 2 chercheurs du CNRS et 2 chercheurs de l'INSERM. Donc c'est une technologie qui repose sur des brevets déposés par le CNRS. Donc l'objectif est double. Il y a un objectif court terme pour fin 2014, qui est la construction d'une plateforme de vectorisation d'ARN interférent. Donc c'est un terme barbare pour dire qu'on va fournir des outils de recherche au laboratoire de recherche pour faire des tests sur des cellules ou sur des animaux, tout ça donc dans la génétique.
Donc des outils qui prennent la forme de petites fioles qui contiennent un liquide chimique de l'ordre qui fait 1 millilitre. Le deuxième objectif, qui est l'objectif long terme, donc pour arriver potentiel sur le marché en 2022, c'est le développement d'un nouveau médicament qui repose sur cette technologie, dans une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, et donc qui est une maladie articulaire, inflammatoire, qui touche 20 millions de personnes dans le monde. Ouais. Et donc ces personnes sont obligées de prendre constamment des traitements. Donc il en existe, mais il y a aussi des personnes qui sont résistantes. Actuellement, donc, on a des preuves de concept sur des animaux. On cherche à renforcer donc, nos études sur la propriété intellectuelle et sur les preuves scientifiques pour créer une société d'ici la fin de l'année et donc obtenir des financements publics et privés pour continuer la recherche. Donc le cabinet a dit Patrick Watt est parmi nous. Patrick, est-ce que tu peux bien te lever? Il est prêt à travailler. Il est prêt à travailler, le principe de Pareto, consacrer les ressources qui restent, il n'y en a pas beaucoup, aux 20% des causes qui produisent 80% des effets. Un emploi dans l'économie productive génère 3 à 6 emplois de l'économie résidentielle. 3 conseils régionaux donnent l'exemple et c'est très bien. Maintenant, je viens vers les chambres de commerce. Nous considérons qu'après les collectivités territoriales, il faut associer tout ce qui est entreprise faisant de la recherche R&D sur le Grand Gâtinais. Alors, on peut citer au nord Safran, Snecma, on peut citer au sud le groupe Total, qui a une raffinerie à Langy et puis qui a une Sinsol. On peut citer EDF R&D, on peut citer Mines Paritech à Fontainebleau, on peut citer Silec. Je salue Pierre Argaud qui est arrivé en retard, il nous avait prévenu, qui est administrateur chez nous depuis le début et qui est l'ex-directeur de la recherche de Silec, mais toujours présent au niveau international dans le domaine des cas de très haute tension. Bonjour Pierre. On peut citer Arvalis dans l'Essonne, on peut citer, peut-être on peut associer Sanofi qui est à Montargis. Il y a une question que vous n'avez pas posée, combien ils vont créer d'emplois? Alors à celle-là je réponds, hein, combien vont-ils créer des emplois? Ils vont en créer. Mais messieurs les maires, quand vous mariez un couple à la mairie le samedi, est-ce que vous leur demandez combien ils auront d'enfants? Pourtant vous les mariez quand même. La troisième question c'est, même si on les a, si on a un début de start-up à Montargis, comment la garder? Maintenant, on va renvoyer la balle vers les 3 présidents de conseils régionaux en leur disant, écoutez, vous avez 3 BPI, eh bien, faites un fonds d'investissement qui permet, après que les business angels ont apporté 500 000 € pour le démarrage, lorsqu'il faudra 5 à 10 millions d'euros pour la deuxième levée de fonds et donc être solide et éviter d'être racheté, ben, c'est la BPI normalement, et on peut avoir un fonds qui est interrégional sur le Grand Gâtinais, qui est en lien avec l'incubateur accélérateur que l'on vous propose de créer ici. Moi, je voudrais vous dire d'abord la grande admiration que j'ai pour tous ces jeunes qui nous ont présenté des projets extraordinaires. N'étant pas une scientifique moi-même, je suis d'autant plus admirative donc, devant cet étalage de talents, des talents qui sont, on le voit bien à la présentation des projets, porteurs de réalisation potentielle vraiment très très sérieuse, hein, vraiment, des projets qui sont très concrets finalement et qu'on devine très utiles à la société, qui sont en attente de financement. Alors vous avez lancé quelques pistes, bon vous avez quand même parlé de la BPI, effectivement ça sera le bon outil je pense à développer et peut-être pourrais-je vous suggérer d'inviter à une de vos réunions le commissaire au redressement productif de la région de France. En tout cas, je pense qu'en tombant sur un territoire qui a déjà réfléchi à tout ça, avec vous, avec les élus, avec votre réseau industriel d'anciens élèves de grandes écoles, il y a moyen, avec tous ces jeunes talents qui sont ici, de voir, d'alimenter effectivement un fonds d'aide, justement, le fonds d'aide que vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez lancé quelques pistes auprès des collectivités locales, là, effectivement. La mise à disposition de terrains, de zones d'activité, de pépinières, tout ça c'est vraiment dans le registre qui est le leur et il y en a beaucoup ici. Et il y a du potentiel ailleurs aussi pour en développer encore, continuer à en développer. Il est important que ces jeunes puissent trouver effectivement un accueil, un local,
une aide logistique sur le secrétariat, sur la mise en œuvre justement de leur démarche commerciale et des locaux pour tester des produits ou des prototypes. Donc tout ça, je vois bien que ça peut se trouver tout à fait relativement facilement. Les créateurs, applaudissons-les encore une fois.